Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Je vous avais promis une jolie surprise, alors je vous présente sans plus tarder ma petite cousine Justine. Elle est extrêmement talentueuse, elle est très jolie également, même si ses yeux sont tout fatigués en ce moment après une grosse semaine de travail. Je n'en dis pas plus, elle va tout vous expliquer. Coucou Justine. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, très bien, merci. Alors, écoute, je vais déjà profiter pour dire aux personnes qui ne regardent pas forcément toutes mes vidéos et qui découvrent cette chaîne, peut-être grâce à toi, que sur Genry Gaming, eh bien, en fait, c'est une chaîne de gaming, comme son nom l'indique, mais sur laquelle je présente uniquement des jeux non violents. Et parmi ces jeux-là, il y a Virtual Regatta, et c'est peut-être pour ça que tu es là aujourd'hui. Alors, déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bah, Et avec j'aimerais préciser que si jamais il y a des sujets que tu ne veux pas aborder ou que tu ne peux pas aborder, n'hésite pas à jouer ton joker, ok? ça marche. Merci. Alors, Justine, toi et moi, on se connaît déjà depuis longtemps, mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, en tout cas en ce qui concerne ton job? Et j'imagine que tu dois avoir une espèce de carte de visite mentale que tu débites aux journalistes qui te posent cette question. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que ça dépend à qui on s'adresse, mais du coup, Justine Métro, je viens de Suisse, j'ai grandi à Versoix, donc aux environs de Genève. J'ai 34 ans et je suis navigatrice professionnelle depuis une dizaine d'années maintenant et surtout spécialisée dans la course au large. Que ce soit en solitaire, en double ou en équipage. J'essaye de varier un peu les formats et les types de courses et les types de bateaux et les configurations d'équipage. Et là, tu viens de terminer une course avec une belle performance à la clé. Tu peux nous en parler? Ouais, bah là, on a fini la semaine dernière la Rolex Fastnet Race, donc il y a une course assez courte d'environ 700 000 qui part du sud de l'Angleterre, qui va tourner le Fastnet Rock du coup au sud-ouest de l'Irlande et qui redescendait là à Cherbourg. Donc c'est une course que j'ai fait en IMOCA, qui sont les bateaux du Vendée Globe, et où on était en double, où moi je naviguais avec Simon Fisher, du coup, qui est un navigateur britannique. Et voilà, du coup, je navigue en ce moment pour l'équipe Eleven Hour Racing Team, qui est une Mhm. équipe américaine. Alors, on a fait cette course aussi en virtuel sur Virtual Regatta. Alors, Et qu'est-ce que ça... ouais, c'était très sympa. Mais j'ai quand même suivi tes performances, bien sûr, en parallèle. Et à propos de ce bateau, maintenant, de l'équipe Eleven Hour, tu peux nous dire un petit peu l'histoire de ce bateau parce que il a eu un autre nom connu avant. Ouais, bah ce bateau-là, le bateau sur lequel on navigue actuellement, c'est l'ancien Hugo Boss, donc le Hugo Boss d'Alex Thompson, qui avait été construit pour le Vendée Globe de 2016. Donc son ancien bateau, aujourd'hui il y a un bateau qui a été mis à l'eau en 2019 sur lequel il navigue toujours. Donc nous on navigue actuellement sur ce bateau-là, mais la semaine prochaine il y aura aussi un bateau neuf d'Eleven Hour Racing Team qui va être mis à l'eau, donc un autre IMOCA euh, avec lequel qui va courir aussi la Transat Jacques Vabre cette année. Donc il y aura deux bateaux Eleven Hour sur la Transat Jacques Vabre cet automne. Et puis ce bateau-là, ce bateau neuf, c'est celui sur lequel on va courir le prochain Tour du monde en équipage, qui s'appelle The Ocean Race et qui part à l'automne 2022. D'accord. Et là, est-ce que tu peux nous dire, je varie un peu les questions, hein. Tu verras que je Ouais. saute un peu du coq à l'âne. Est-ce que Ok. tu peux nous dire maintenant où est-ce que tu habites? Là, moi, j'habite à Guidel, c'est entre Lorient et Concarneau, et ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis installée en Bretagne. Et tu Quand as j'ai choisi commencé à cet faire, endroit pourquoi? commencé à faire de la course au large, c'est vrai que c'était assez logique de venir s'installer soit à Lorient, soit à Port-la-Forêt, qui sont les deux gros pôles d'entraînement et les deux gros endroits qui peuvent accueillir des bateaux qui font de la course au large. Mhm. Donc c'est pour ça que je suis venue m'installer ici. Et c'était compliqué d'imaginer rester en Suisse et faire les trajets, c'est Ouais, pas réaliste. évidemment, ouais, ouais, ouais. Et tu te sens bien intégré là-bas? Bah oui, oui, complètement. C'est vrai que aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis ici. Et puis quand tu arrives en Bretagne en ayant des envies de faire de la course au large, etc., tu te retrouves assez vite avec des gens qui ont les mêmes envies. À l'époque, j'avais 25 ans, donc avec d'autres jeunes qui sont dans la même démarche. C'est clair. Donc c'est vrai qu'assez vite, ça permet de créer des liens avec les personnes avec qui on s'entraîne. Et la plupart de ces personnes-là que j'ai rencontrées au début, je les croise encore aujourd'hui. Et on se voit encore régulièrement. Ouais, je pense que les liens sont forts.
Ouais, les liens sont forts et puis ça nous arrive de naviguer, de se retrouver sur différents circuits les uns les autres et tout. Donc c'est assez chouette de suivre aussi Ouais. les carrières des uns et des autres. Et là, donc, tu es navigatrice professionnelle. Est-ce que tu dors toujours bien? Je veux dire, est-ce que tu arrives à avoir suffisamment de stabilité financière pour ne pas avoir besoin de toujours y penser? Ouais, alors c'est vrai que ça dépend vraiment des projets. Je pense que pour les différents navigateurs, c'est ça. C'est vrai qu'on a des contrats qui sont généralement assez courts, qui vont jusqu'à une échéance qui peut être une grosse course, comme de faire une route du Rhum, de faire un Vendée Globe, de faire un Tour du Monde. Et puis voilà, on s'engage sur ces périodes-là avec un sponsor ou avec une équipe. Et puis après, ben, il faut retrouver du travail. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, ça tourne pas mal et il n'y a pas trop de soucis. Mais typiquement, l'année passée, avec le Covid, c'est une année qui a été blanche pour pas mal de navigateurs, je Mhm. pense, parce que des courses ont été annulées, parce que les gros événements, typiquement les transatlantiques, qui pouvaient permettre aux gens de gagner leur vie sur l'année en faisant quelques courses comme ça, ben, ont été annulés. Et du coup, ça a été une année compliquée, je pense, pour pas mal de navigateurs. Bien Soit sûr. ceux qui perdaient des projets avec des projets qui tombaient à l'eau, soit ceux qui perdaient aussi des sponsors qui eux-mêmes étaient en difficulté financière à cause du Covid. Donc, Est-ce que toi, tu as des sponsors qui t'ont été fidèles? bah moi, à ce moment-là, j'étais justement en transition pour un autre projet. Donc, moi, je comptais sur deux transatlantiques justement pour faire tourner mon année en allant naviguer Ouais. pour d'autres navigateurs, sur les projets d'autres navigateurs. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Après, j'avais la chance d'avoir un peu d'argent de côté et puis j'ai réussi à m'en sortir, à faire quand même tourner Ouais. ma boîte, mais typiquement sans me rémunérer l'année passée. Voilà. Et voilà, et après, il y a des années où on arrive en naviguant sur d'autres projets à bien gagner notre vie. Donc après, il faut un peu jongler comme Ouais, ça. c'est Mais clair. l'année dernière était une année particulière aussi. Alors, Justine, sur ma chaîne YouTube, j'ai principalement des adultes qui me suivent, mais il y a aussi quelques jeunes moussaillons, et je Ok. sais que c'est une question qui va les intéresser. Est-ce que tu as déjà battu des records? Ben ouais, ben on a fait une tentative de record l'année dernière qu'on a battu d'ailleurs en classe 40, ce qui était le tour des îles britanniques, donc de toute l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, toutes les îles qui sont au nord de l'Angleterre. Donc ça, c'est un record qui était en équipage sur un certain type de bateau et qu'on a battu avec un équipage suisse. Mhm. Et ce record-là, on l'a aussi pour un équipage, je l'ai aussi pour l'équipage féminin autour des îles britanniques qu'on avait Ouais. eu avec l'équipage féminin du Team SCA il y a quelques années. Et là, c'était la course Calais Round Britain, c'est ça? Qui partait de Euh, Calais? Ben, c'est la course qui s'appelle le Tour des îles Britanniques. Ah Alors, ouais. il y a une course spécifique qui fait ce tour-là de temps en temps. Et typiquement, le record féminin, on l'avait eu sur cette course-là. Mhm. Et quand on a fait le record en classe 40, on a vraiment choisi, on n'est pas parti en même temps que la course, on a choisi la fenêtre météo et qui allait bien pour pouvoir faire ce record-là. Et c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière. Parce que justement, vu qu'il y avait beaucoup de courses annulées à cause du Covid, ben, de faire une tentative de record, c'était quelque chose Qui tombait qui bien. Ouais. permettait quand même de naviguer, d'avoir un challenge et puis de communiquer pour les sponsors et puis ben, pour Mhm. nous de naviguer, d'avoir un challenge intéressant et de continuer de progresser. Et tu as aussi participé à la Mini Transat. Ouais. Là, tu as aussi eu une espèce de record, si on veut bien. Ah En oui, tout c'est cas, au vrai. niveau suisse. Tu me tends des perches. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai la meilleure performance qui a été égalée depuis par Clarisse Kremer. Donc, c'est de faire une deuxième place sur la Mini Transat en bateau de série. Ouais, donc ça, c'était une belle satisfaction, surtout que c'était ma première grande course en solitaire. Ouais. Euh, donc, ouais, c'est un bon souvenir. Et pendant tes moments de repos, à part répondre aux questions de Jean-Ry, tu fais quoi? Bah là, typiquement, j'ai une semaine un petit peu de repos. On a quand même quelques meetings, etc. Mais du coup, je profite. Généralement, j'aime bien rentrer en Suisse ou partir un peu, passer du temps à la montagne. Là, j'avais pas vraiment le temps de rentrer, donc je profite de l'extérieur en Bretagne. Je profite de faire du sport, de me remettre un petit peu en forme dans cette période de pause. Donc, d'avoir en tout cas une bonne session de sport par jour. Mhm. Et puis, principalement du sport en extérieur. C'est vrai qu'ici, en Bretagne, on peut vraiment facilement faire du vélo, du paddle, aller nager, profiter de la mer et de la campagne. Mhm. Donc ça se prête bien. Et tu sais que sur Virtual Regatta, ou peut-être que tu ne le sais pas, mais on parle beaucoup de routage. Et Oui. je me demandais comment est-ce que toi, tu fais ton routage.
Est-ce que tu fais toujours ton routage toute seule? Est-ce que tu as des personnes à terre qui t'aident? Oui, alors ça dépend des supports, hein. Typiquement en IMOCA, on a des personnes qui peuvent nous aider à terre avant qu'on parte, mais une fois qu'on a sur l'eau, on est sur l'eau, on n'a plus le droit d'assistance au niveau des routages, donc on n'est pas du tout en contact avec des personnes à terre, ça va être à nous de gérer. Par contre, pour préparer en amont du départ de la course, là, on peut avoir de l'aide de routeurs spécialisés ou de météorologues, etc. Le seul support actuellement où le routage est autorisé, les seuls supports, c'est les grands multicoques comme les multi-50 ou les ultimes, où là, ils sont en contact constant avec des personnes à terre qui vont les aider et les router parce que les bateaux sont tellement exigeants que ça devient compliqué de gérer aussi tous les paramètres en étant à bord. Ouais. Donc, moi, en ce moment, je navigue avec Simon Fisher, qui est quand même une des références dans ce qu'on appelle le poste de navigateur, donc des personnes qui vont prendre les décisions stratégiques en fonction de la météo. Simon, il a fait 5 tours du monde en équipage. Il a gagné la Volvo Ocean Race du coup en 2014-2015 avec Abu Dhabi. C'est vraiment quelqu'un qui est réputé là-dedans et qui a fait ça énormément toutes ces dernières années pour les différents équipages pour lesquels il a navigué. Ouais. Donc c'est vrai que le côté stratégique à bord de notre bateau, c'est plutôt lui qui s'en occupe parce qu'il a tellement de bagages là-dedans. Ouais. Il est tellement spécialisé là-dedans que ça tourne très bien et que lui, il a une capacité de prise de décision qui est plus rapide, je pense, que la mienne, même d'utilisation des outils. C'est vrai que vu que moi, je viens plus du solitaire, c'est une des choses que je gère, mais parmi tout le reste. Donc, je suis moins spécialisée que lui. Bien sûr, ouais. Voilà. Mais du coup, même lui, qui est très bon, il fait appel à des personnes avec qui il a l'habitude de travailler, généralement 1 ou 2 personnes à terre avec qui il va pouvoir faire des téléphones depuis peut-être 2 ou 3 jours avant la course jusqu'au matin du départ, pour être sûr d'avoir bien tous les schémas en tête, de pouvoir poser les questions qui lui sont venues à l'esprit, d'avoir un autre avis, etc. Donc de remettre en question ce qu'il a vu. Et après, pendant la course, il va pouvoir, juste en prenant les informations météo, remettre à jour la stratégie. Alors, Justine, certains de mes abonnés ont vu d'autres de mes vidéos et il y en a qui savent que je travaille de temps en temps comme coach mental. Alors, je précise déjà que je ne suis pas ton coach mental, mais est-ce que tu peux nous parler de l'importance d'avoir une bonne préparation physique et mentale? Ouais, je pense que les deux sont vraiment super importants. La préparation physique pour pouvoir être en forme, pour pas se blesser aussi à bord de ces bateaux qui sont assez violents, où il y a pas mal de chocs, où il faut quand même faire attention à soi, faire attention à son dos. Et puis pour moi, la préparation mentale, c'est aussi vraiment un aspect super important. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille, depuis l'époque de la Mini Transat, avec Alexandre Etter, qui est un psychologue du sport qui est basé en Suisse, à Genève, qui travaille notamment avec les équipes olympiques. Et ouais, pour moi, c'était vraiment un aspect important quand on est un professionnel sportif, ou quand on navigue en solitaire, où tout dépend de soi. C'est vraiment un aspect important pour faire face aux difficultés, pour pouvoir continuer à progresser, pour pouvoir avoir des objectifs clairs avant les courses, etc. Donc je pense que petit à petit, c'est vrai que moi, ça fait un suivi qui s'est étalé sur 10 ans. Je pense qu'il y a des questions que j'avais au tout début qui sont des aspects qui sont réglés depuis longtemps maintenant. Et puis petit à petit, maintenant, c'est plus quand je me dis qu'Alexandre il peut m'aider sur un sujet précis, ou qu'il y a quelque chose où j'ai une question pour lui, ou typiquement si je dois rejoindre un nouveau projet, peut-être sur la manière d'aborder les choses, je vais faire appel à lui. Puis je sais qu'il va m'aider à réfléchir un peu différemment. Il m'a apporté des pistes qui vont m'aider à continuer à progresser mentalement. Disons que sur un plan émotionnel, est-ce que tu arrives mieux à gérer la promiscuité sur une course en équipage, ou bien la solitude sur une course en solitaire? Ouais, je pense que les deux, ça fait appel à des aspects assez différents, mais je pense que j'arrive à bien gérer les deux, justement, mais c'est en ayant travaillé. Typiquement, c'est sûr qu'en équipage, on est quand même pendant longtemps dans des conditions dures avec des personnes qui peuvent être très différentes. Donc il faut apprendre à gérer ça, à faire des compromis, à pas prendre les choses personnellement, à toujours donner un maximum, à prendre de la distance. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et puis en solitaire, on apprend aussi à gérer ses émotions pour essayer d'avoir toujours un moral stable pour pouvoir suivre le cours de notre course sans haut et bas et de manière constante. Et du coup, quand tu es en solitaire,
ben, tu peux pas non plus partager tes petits bobos avec quelqu'un, tu dois gérer ça toute seule. Bah oui, oui, complètement. C'est vrai qu'en solitaire, du coup, ça demande vraiment de la polyvalence parce qu'on va gérer le bateau tout seul. Et puis après, ben oui, on va devoir faire attention à soi. Le côté gestion de soi, en solitaire, même en équipage ou en double, il est vraiment important. Donc, c'est important aussi d'avoir bien ses habitudes de manger correctement, de boire correctement, de faire attention à soi physiquement, de se changer régulièrement, de faire attention si on a une petite blessure. C'est comme il va falloir faire attention s'il y a quelque chose qui va pas sur le bateau, de régler le problème assez vite pour pas que ça devienne plus grave. Voilà, pour pas que les choses s'aggravent. Donc, Bien sûr, ouais. ouais, ça La fait partie. gestion sur le long terme, quoi. Ouais. Et avec, tu sais que sur Virtual Regatta Offshore, j'ai créé une team qui s'appelle la team Pénoche. Alors, Ok. on va participer là à la solitaire du Figaro. Alors, si Ok. mes souvenirs sont bons, tu as déjà fait 4 fois, je crois, la Figaro, non? Ouais. Je l'ai fait 4 fois, 3 fois en Figaro 2 et une fois seulement en Figaro 3, qui est le nouveau bateau, qui sera le bateau de cette solitaire aussi. Voilà, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah pour moi, le Figaro, c'est vraiment un peu une école de l'excellence en solitaire. C'est vraiment là où il y a le plus haut niveau, je pense, en solitaire. Tout le monde a le même bateau, donc il faut réussir à faire la différence sur les réglages, sur la gestion de la course, sur la stratégie. Donc c'est vraiment un support hyper intéressant. Et puis bah, la plupart des coureurs restent sur le circuit pendant plusieurs années, donc ça devient assez pointu où on va aller chercher à travailler tous les différents détails pour pouvoir être plus rapide sur l'eau et plus performant. Donc pour moi, c'est vraiment une étape qui est importante. Et je pense que quand on a fait du Figaro et qu'on arrive sur d'autres supports, on a plein de choses à amener. Euh, Parce que justement, on est allé chercher pas mal de détails dans les différents aspects, Ouais. que ce soit au niveau des voiles, de la gestion des outils de navigation qu'on a justement à bord, etc. Il y a plein de choses qu'on peut apporter. Et toi, je crois que c'est un secret pour personne. En 2024, t'aimerais bien faire quoi? Bah, j'aimerais bien faire le Vendée Globe. C'est vrai que c'est une course à laquelle je pense depuis longtemps. C'est vrai que bah là, je pense que j'ai acquis de l'expérience sur les différents circuits, notamment aussi en naviguant sur des bateaux qui sont assez similaires sur le tour du monde en équipage, pour pouvoir prétendre prendre le départ. Aujourd'hui, ben, je navigue dans une équipe qui navigue en IMOCA, donc c'est les mêmes bateaux que ceux du Vendée Globe. Et je pense on a montré qu'on était compétent. En tout cas, on a fait une bonne première course avec Simon, donc c'est plutôt satisfaisant. Ouais. Mais c'est vrai que le Vendée Globe, c'est vraiment une course particulière qui demande beaucoup de finances par rapport aux autres circuits en solitaire. Donc, je pense que c'est un dossier compliqué de réussir à réunir les sponsors. Et il y a plein de marins compétents qui pourraient prétendre prendre le départ, mais qui n'arrivent pas forcément à trouver les fonds. C'est Bien vraiment un sûr, ouais, travail ouais. de longue haleine Bon, moi, pour je pense trouver les qu'avec sponsors. ton charme, tu vas trouver. Ouais, ça fait pas tout. Et puis, j'essaye de pas jouer là-dessus. J'essaye plutôt de. C'est vrai que moi, j'ai toujours essayé de vendre de la performance dans mes projets. J'ai toujours fait mes projets sérieusement. Et je pense que si ça s'est passé aussi dans la continuité, typiquement avec Teamwork, qui a été mon sponsor pendant longtemps, c'est que j'ai essayé de manier vraiment mes projets de manière la plus sportive et la plus professionnelle possible. Ouais, mais je pense que tu l'as bien fait parce que, sauf erreur, le directeur de Teamwork est plutôt un passionné de montagne. Donc, pour arriver à le convaincre de te soutenir pour un projet sur la mer, je pense que tu avais des atouts là. Ouais, je pense que ça s'est super bien passé entre nous, mais ça faisait quand même un petit moment déjà qu'ils étaient dans la voile avant de me soutenir. Ils avaient déjà soutenu quelques mini transats, quelques projets de M2, notamment sur le lac. Donc, c'est vrai que souvent le parallèle entre mer et montagne, c'est le dépassement de soi, le contact avec les éléments et c'est des valeurs qui passent bien entre les deux environnements. Exactement. Avant tout, c'est les aventures humaines, hein. Donc, après, Exact. on change juste d'environnement et de machine. Ouais, il y a toujours l'aspect aussi de l'élément qu'on maîtrise pas complètement, qui est plus fort que nous. Je pense que Ouais. c'est encore plus le cas en montagne, mais on retrouve ça aussi en mer. Alors, je précise pour tous les abonnés qui ne te connaissent pas aussi bien que moi que tu as 2 frères et 2 sœurs. D'ailleurs, Elodie était chez moi il y a 2 jours. Elle te salue bien. Ouais. Et est-ce que c'est le fait d'être une grande fratrie de 5 qui t'a donné envie de faire de la navigation en solitaire? Euh,
Bon, je pense que c'est vraiment une passion qu'on partage ensemble et c'est chouette d'avoir ce lien commun. Je pense que ce qui m'a donné envie, bah, je pense qu'on a eu de la chance de grandir avec mon père qui nous a toujours emmenés beaucoup en extérieur, à la montagne, à la campagne et notamment sur le lac Léman. Et c'était toujours vraiment dans une bonne ambiance, vraiment pour le plaisir, de profiter de passer du temps en contact avec la nature, de passer du temps ensemble. Et ce côté-là de plaisir sur l'eau, je pense qu'il a vraiment eu une part importante dans nos carrières. Mhm. Pour la suite, on n'a jamais été poussé pour faire de la compétition, etc. Mais on y est venu plus petit à petit au travers de structures dans lesquelles on a navigué ensuite. Mais je pense que cet aspect de plaisir d'être sur l'eau et de plaisir d'être en mer, il est toujours présent chez nous et ça vient vraiment de là. Ouais. Mais du coup, quand tu te retrouves sur un bateau comme sur la Volvo Ocean Race, où vraiment tu as de très longues semaines en équipage, et du coup, ben voilà, je pense que ça te rappelle un petit peu la vie à plusieurs à la maison. Mais quand tu te retrouves ensuite sur une mini transat en solitaire, là, ça doit faire un grand vide, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que de naviguer en équipage, du coup, avec du monde, de devoir fonctionner avec du monde, d'avoir le côté de partage, etc., je pense que du coup, c'est quelque chose qui est assez facile à faire pour nous, parce qu'on a eu l'habitude de fonctionner beaucoup en famille et toujours avec du monde. Et après, c'est vrai que moi, j'ai quand même été toujours quelqu'un qui a pas de peine à passer du temps toute seule. La solitude, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je peux passer facilement une journée toute seule ou même partir en vacances toute seule. C'est pas quelque chose qui me pèse. Donc, c'est vrai que sur le bateau, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, le challenge d'être toute seule, de devoir tout gérer toute seule. Mais c'est vrai que j'apprécie aussi vraiment quand je navigue en équipage ou quand on navigue à deux, d'avoir cet aspect-là, de devoir fonctionner avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, c'est vraiment super intéressant. Et de pouvoir justement à ce moment-là partager aussi avec du monde et progresser au contact d'autres navigateurs aussi. Mhm. Alors, on a évoqué avant la Volvo Ocean Race avec Simon Fisher et avec SCA aussi. Donc, je me rappelle qu'à l'époque de SCA, on s'était vu avec toute ma famille à Alicante. Et Ouais, tu me disais à l'époque que tu n'étais pas trop du genre à parler de toi sur les réseaux sociaux. Comment est-ce ouais, que tu gères ça aujourd'hui? c'est vrai. Bah, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Comme ça, c'est plus simple. Bah, c'est vrai que, ou ça, en tout cas, je me dis, bah, ce que j'essaye de communiquer, c'est sur mes projets, c'est le côté, c'est le fait d'apprécier de passer du temps dans la nature, c'est les choses qui me tiennent à cœur que j'essaye de communiquer. Après, c'est vrai que je suis pas du tout typiquement des selfies ou des choses comme ça, c'est pas des choses qu'on verra chez moi et Ouais, ça changera pas. Je crois que j'essaie plus de communiquer sur les valeurs qui me tiennent à cœur ouais. dans mes projets. Donc le côté de performance, le côté d'être au contact des éléments, le côté aussi de soutenir typiquement les autres navigatrices, Ouais. comme je le fais au travers du Magenta Project, qui est une association qui cherche à aider les femmes navigatrices à accéder au plus haut niveau. Donc voilà, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et puis, du coup, j'axe aussi ma communication là-dessus. Je pense que c'est plus intéressant que d'autres choses. Ah, je vais mettre les liens Merci dans de la profondeur. description de la vidéo, là. Comme ça, ceux Ouais, qui sont merci. intéressés vont aller voir, il y a des trucs pas mal, de jolies images aussi, quoi. Ouais, Mais d'ailleurs, maintenant, si on revient sur la Volvo, qui s'appelle plus la Volvo, qui s'appelle la Ocean Race, euh, ben, tu en as fait deux. Tu peux nous en parler un ouais. petit peu. Et puis, je crois que tu vas en refaire une. Et aussi, la question des. Ben, il y a toujours un mediaman ou mediawoman à bord maintenant pour faire de Oui. belles images. C'est quand même une évolution, ça aussi. Ouais, alors ça fait quelques éditions qu'il y a un médiaman à bord. Normalement, ce sera toujours le cas sur la prochaine édition. Après, c'est vrai que les conditions de vie à bord et les conditions de travail pour eux à bord, typiquement à bord d'un IMOCA, ça devient assez compliqué. Ah, c'est rude, C'est hein. vrai que sur les Volvo 65, qui étaient les bateaux des deux précédentes éditions, il y avait plus une vraie station de navigation où eux, ils avaient leur petit coin où ils pouvaient faire leur travail, même si c'était pas très fun tout le temps, parce qu'au fond du bateau, c'est pas toujours les conditions de vie les plus agréables. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont un peu plus compliquées, donc il faut aussi chercher, quoi, oui, ils cherchent aussi comment s'améliorer, comment peut-être, au-delà de faire juste des images et de communiquer sur ce qui se passe à bord, typiquement notre médiaman qui est Amaury Ross, qui est
qui est très doué en pilotage de drone, ben lui, il peut aussi faire des images qui aident à la performance. Donc, il va pouvoir survoler le bateau, prendre des images des formes des voiles, des réglages, de typiquement ce qui se passe aussi au niveau des foils. Ouais. Ça, c'est des choses déjà qui sont faites sur la Coupe de l'America et qui commencent à se faire aussi aujourd'hui, typiquement en IMOCA. Et voilà, le fait qu'ils puissent peut-être un peu moins être à bord pendant les courses, que ce côté-là, ils puissent éventuellement être remis en question. Mais par contre, ils peuvent apporter avec leurs compétences sur la performance aussi des bateaux, sur d'autres choses. Ouais, en même temps, ça donne aussi un peu plus de visibilité à ce sport pour le grand Oui, complètement. public avec des images incroyables. Ouais. Après, c'est vrai qu'effectivement, les reporters, les médiamans qui sont à bord, comme Amaury, c'est des gens qui sont hyper doués, qui sont des très bons photographes, Ouais. qui arrivent des très bons raconteurs d'histoires aussi. C'est intéressant de voir comment ils travaillent, comment ils se remettent toujours en question, parce qu'on est quand même dans un espace très réduit. Donc, comment sur 9 mois de course, ils vont pouvoir continuer à se renouveler, à raconter des choses qui sont nouvelles, même si des fois, pendant plusieurs jours d'affilée, il ne se passe pas grand-chose de spécial. Donc, c'est aussi c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et la première, tu as fait avec le team SCA, la deuxième Ouais, avec Dongfeng, et la ouais. troisième, ce sera avec qui? La troisième, du coup, ce sera. La première, c'était avec SCA, donc c'était un équipage 100% féminin. Après, sur l'édition d'après, j'ai fait que 2 étapes avec Dongfeng, qui était un équipage mixte franco-chinois. Et puis la prochaine édition, du coup, ce sera avec Eleven Hour Racing. Ouais, ça Et c'est un là, projet sur lequel je me suis engagée depuis le début de cette année. il y aura un Donc peu cette moins de année, monde à bord, hein. ouais, il y aura un peu moins de monde à bord. Cette année, vu c'était l'année de la Jacques Vabre, on va naviguer avec les 2 bateaux, donc en double sur chaque bateau sur la Jacques Vabre. Et à partir de cet hiver, on va recommencer à naviguer en équipage. Donc ça sera un équipage de 4 avec un médiaman en plus pour la Et prochaine. une femme au minimum, non? Ouais, dont une femme au minimum. Voilà, ouais. Donc c'est pas mal parce que ça donne encore plus d'importance à cette place féminine. C'est vrai que c'est la première fois où il y a vraiment une obligation d'avoir une femme à bord, où c'est vraiment dans la règle. Et sur l'édition précédente, c'était plus incité. Ouais, En fait, on pouvait prendre des femmes le fait de prendre des femmes à bord permettait d'avoir des équipiers supplémentaires. Et c'est vrai que sur les Volvo 65, c'est quand même pas mal d'être plus de monde parce que c'est des bateaux qui demandent pas mal de main-d'œuvre, en guillemets. ouais, ouais. Mais oui, là, c'est vrai que il y a une femme obligatoirement à bord. Ça veut dire qu'il faudra qu'on soit en tout cas 2 dans l'équipe parce qu'il faut pouvoir éventuellement tourner, pouvoir être remplacé s'il y a des blessures, etc. Ouais. Donc ça permet vraiment à des femmes d'accéder vraiment au plus haut niveau de la course au large en équipage. Donc ça, c'était vraiment une démarche importante de la part de The Ocean Race. Tu as parlé de blessures, avant on a parlé d'inconfort pour le Ouais. médiaman, mais pour les équipiers aussi. Est-ce que tu peux un peu expliquer à tous ceux qui connaissent vraiment pas ce monde-là, à quel point ça peut être un peu violent parfois? Ouais, alors c'est vrai que ça dépend vraiment des conditions, hein, mais on est quand même sur des bateaux qui commencent à voler maintenant, quoi. Pas vraiment voler, mais à décoller de l'eau, comme vous avez pu voir sur les images, à partir d'une quinzaine de nœuds de vent, donc ça vient assez vite. Et après, ça dépend vraiment des conditions de mer, mais c'est vrai que il peut vite y avoir voilà, des chocs déjà dans la mer, juste entre haut et bas, et plus des arrêts aussi dans la mer. Les bateaux, ils commencent à aller assez vite, donc si on plante dans une vague, ça peut faire des grosses décélérations. Donc c'est sur ce genre de choses qu'on peut se blesser. Donc il faut faire vraiment attention à comment on se déplace dans le bateau, à bien toujours se tenir, etc. Suivant les conditions dans lesquelles on navigue, même juste de tenir sur ses 2 pieds. Et des fois, c'est pas possible, ou soit ça demande pas mal d'énergie. Donc, C'est clair. ouais. Et là, à propos du confort, il y en a qui s'imaginent la croisière avec une Ouais. chambre chauffée, cuisine, salle de bain. C'est pas vraiment ça, hein. Non, non, c'est vrai que le confort, il est vraiment réduit au minimum parce que tout ce qui est superflu, c'est juste du poids en plus dans le bateau. Donc, potentiellement, ça fait juste aller le bateau moins vite. Après, il faut quand même trouver le compromis pour pouvoir vivre un minimum décemment. Mais non, du coup, c'est sûr que il y a pas de douche, il y a pas de toilette. Il y a juste, nous, on a juste un petit réchaud qui permet de faire chauffer des plats. Et un Euh, bidon. et voilà, et des seaux, ou soit on peut aller, suivant les conditions, on peut aller directement à l'arrière du bateau pour faire ses besoins. Donc c'est assez minimal. Mais c'est vrai que par contre, l'avantage des IMOCA dans ce cas-là, c'est qu'aujourd'hui, par contre, on est vraiment protégé de la mer.
On est dans des cockpits qui sont très fermés, qui sont abrités. Donc ça, par rapport au Volvo 65 sur lesquels on était très exposés, ça fait quand même une bonne différence de confort de pouvoir faire son quart des fois juste en polaire, même s'il y a des paquets d'eau qui passent sur le pont. Ouais, ça Ça fait change. vraiment une belle différence. Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux me raconter le plus beau souvenir que tu as dans ta carrière jusqu'à maintenant? Bon, je pense que j'en ai plusieurs et je pense que les plus beaux souvenirs, ça tient pas vraiment au résultat, c'est plus des beaux moments de mer, mais comme on en a vraiment assez souvent au final, moi je sais que ça me fait toujours super plaisir de croiser des dauphins, même si on en croise hyper souvent. Ouais, J'ai déjà dû en voir des centaines de fois, mais typiquement c'est des petits moments comme ça, ou si les conditions elles sont chouettes, ou s'il y a des beaux couchers, levées de soleil, il y a des conditions qui sont sympas, des beaux ciels, c'est ouais. des choses que je sais que tous les marins avec qui j'ai navigué apprécient toujours. Et, ouais. Et ça, c'est le beau côté de la carte postale. Et parfois, tu croises aussi du plastique, des déchets dans la mer. Oui, alors c'est vrai que ça arrive assez souvent aussi. Ça dépend aussi des endroits dans lesquels on navigue. Mais c'est vrai que même au large de la Bretagne, on croise quand même assez souvent des déchets. Et puis dans certaines zones d'Asie ou comme ça, c'est vrai qu'il y a des zones qui sont vraiment très polluées. Donc oui, c'est sûr que je pense qu'on prend conscience de ça et je pense qu'on prend conscience aussi. Et on a plutôt l'impression que ça s'aggrave petit à petit. Donc en tout cas, j'ai l'impression que sur les années où j'ai navigué, aussi, même juste sur la dernière dizaine d'années, on voit de plus en plus de débris. Donc Ouais. ouais, c'est quelque chose Il y auquel a on est encore du sensible. boulot. Ouais. Il y a encore du boulot, ouais, c'est sûr. Et je crois que tu as fait aussi deux, trois belles aventures qui n'étaient pas professionnelles, mais sur des bateaux, bateaux de certains copains et autres. Est-ce que Ouais. là, tu peux un peu juste raconter rapidement, juste pour nous faire rêver? Ouais, bah c'est vrai, ça c'était plutôt quand j'avais une vingtaine d'années. C'est vrai que bah, le côté de je commençais à naviguer pas mal en croisière aussi, et c'est vrai que le fait de pouvoir voyager en bateau, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Côté de la croisière, donc j'ai eu la chance d'aller naviguer en Argentine pendant 3 4 mois avec un ami sur un tout petit bateau dans les canaux de Patagonie. Donc ça, c'était vraiment une chouette aventure. C'était assez exigeant, mais j'en ai vraiment un bon souvenir. Il y avait, je crois que tu n'avais pas de moteur, hein. Non, on n'avait pas de moteur, ouais, donc Donc tout à tout à la la voile voile, dans les sur canaux un de petit bateau. Patagonie, c'est sport. Ouais, c'était un peu sport, mais ça s'est bien passé. Mais il fallait, voilà, ça demandait d'être assez précis, donc c'était un bon apprentissage aussi. Ouais. Et puis après, j'étais partie aussi Euh, alors attends, là, Justine, ça en... coupe un peu. Ah ouais, Alors, je vais refaire un fichier et je vais ouais, couper ma caméra. ça marche. Voilà, excuse Justine, j'ai coupé ma caméra pour préserver un peu la bande passante parce que c'est un peu limite. Alors, tu disais, Ouais, donc j'ai fait ce voyage-là en Argentine. Et puis après, l'année d'après, j'étais partie aussi dans le Pacifique. Du coup, là, c'était j'ai rejoint des amis en Polynésie. Et puis on a traversé jusqu'au Pérou. Et puis jusqu'à passer le canal de Panama. Donc ça, c'était une chouette aventure aussi de faire une grosse traversée du Pacifique sur un bateau. On était juste trois, donc c'était une bonne expérience aussi. excellent. Et quand tu as participé à la première Volvo Ocean Race avec ta sœur Elodie, vous nous avez envoyé à ma famille et à moi de la nourriture lyophilisée que vous mangiez à bord pour qu'on puisse goûter Ok. ça avec Et mes alors? enfants. Et est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, alors c'est vrai que la nourriture lyophilisée, ben, en anglais ils appellent ça freeze dried. Donc c'est de la nourriture qui est séchée en, avec des vraiment très basses températures et ça permet de la conserver pendant vraiment très longtemps. Là, ça peut être pendant plusieurs dizaines d'années, suivant les lyophilisés. Aujourd'hui, il y a vraiment des plats qui sont très bons et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a bien progressé. Donc, il y a typiquement beaucoup de poulet au curry, de plats avec un petit peu de viande et un peu de légumes, plein de choses variées et beaucoup de marques différentes, beaucoup de choix différents. Donc, ça permet aujourd'hui, je pense, aux différents marins de trouver les plats qui leur plaisent. Et en gros, Et, tu rajoutes de l'eau chaude dedans, tu ouais. t'agites un peu et c'est bon. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est des plats qui sont aussi beaucoup utilisés typiquement en montagne. Chaque fois qu'on a besoin de pouvoir se nourrir sans que ça pèse trop lourd à transporter. Donc Et oui, peu importe.
Tu manges de la Pardon? nourriture d'astronaute comme ça sur toutes les courses au large ou c'était spécial pour l'Ocean Race? Non, sur la plupart des courses au large, ça se fait quand même comme ça. En tout cas, sur les bateaux sur lesquels on peut désaliniser l'eau, parce que ça fait que l'eau, on la transporte pas et on la produit juste quand on en a besoin. Après, il y a certains bateaux, certains supports, typiquement comme le Classe 40 ou le Figaro, où là, on n'a pas de désalinisateur à bord. Donc à ce moment-là, ça pèse pas plus lourd d'embarquer des plats qui sont des plats sous vide, ce qu'on appelle des plats apertisés, qui sont comme des plats de la maison qui sont juste mis sous vide. Et ça, c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les magasins qui vendent la nourriture typiquement pour les navigateurs, on trouve à peu près moitié-moitié des deux. Puis ça peut être une option pour varier un peu. Même en IMOCA, on peut en prendre aussi quelques-uns juste pour changer un petit peu, pour pouvoir varier encore un petit peu Voilà, plus les plats. varier les plaisirs. Ouais. Exact. Et je crois savoir à propos d'astronautes que quand vous étiez avec l'Ocean Race dans les mers du Sud, à un moment donné, les êtres humains les plus proches de vous, c'était les astronautes de la Station spatiale internationale. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai, il y a un point dans le Pacifique Sud qui s'appelle le point Nemo, voilà, où tu es plus près de la station spatiale que des autres, que du premier, de la première côte. Donc, ouais, il y a un endroit effectivement comme ça sur la planète. Et quand tu es là, sur ton point Nemo, est-ce que tu ajoutes une couche de prudence pour éviter tout accident? Ou bien au contraire, tu bordes un peu plus tes voiles pour Pour partir le aller plus plus vite vite à possible? terre. Bah, c'est un point qui est vraiment dans le Pacifique Sud, donc c'est des mers qui sont pas très sympathiques en général. Donc, je pense que c'est plutôt une zone où il y a quand même une dose de prudence qui est toujours là. Ouais. Ouais. Et là, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous dire la suite du programme pour cette année et pour 2022? Ouais, donc la suite du programme pour nous pour cette année, la prochaine course, c'est le défi Azimut, qui est une petite course qui est à Lorient mi-septembre. Et puis après, on a la grosse échéance pour nous de cette année, qui est la Transat Jacques Vabre, qui part du Havre le 8 novembre, sauf erreur, et qui va en Martinique. Donc voilà, ces deux courses, elles se courent à deux. Moi, je les ferai de nouveau avec Simon. Et puis après, ben, le programme de l'année prochaine, c'est du coup, de s'entraîner de nouveau en équipage, donc à 4 ou 5 sur le bateau 9 d'Eleven Hour Racing Team pour préparer l'Ocean Race qui partira à l'automne. Un programme chargé, donc. Ouais, ça fait un bon programme. Et puis, bah, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont assez prenants. Quand on navigue, ça demande pas mal d'énergie. Mais il y a aussi des périodes de pause un peu pour nous, pour les navigateurs, parce c'est des bateaux aussi qui demandent pas mal de suivi technique, d'entretien. Donc, toutes ces périodes-là où les bateaux ils rentrent en chantier pour des optimisations ou pour de la maintenance, bah, nous, ça nous permet de prendre un peu de repos, de se concentrer sur d'autres choses, de refaire du sport, de se préparer différemment, d'essayer d'anticiper un maximum ce qu'on peut. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça, l'année, elle se rythme un peu entre les périodes de navigation et les périodes de maintenance. Bah écoute, Juju, je crois que je vais te poser une dernière question et ensuite je vais te laisser aller manger ton steak en poudre. Merci. Non, j'imagine qu'à terre, tu manges de la nourriture de la vraie. Oui, ouais, ouais, non, à terre, je mange de la vraie nourriture. C'est vrai que en tant que sportif, on fait quand même assez attention à ce qu'on mange. On essaie de manger vraiment sainement quand on est à terre. Et puis ben, aussi, typiquement pour le sommeil, moi je suis une bonne dormeuse à terre, donc j'ai besoin de ma nuit en tout cas de 8 heures. Donc Bah voilà, c'est c'est vrai que très le bien. côté de quand on est en mer, on change vraiment de rythme et on peut passer dans un autre rythme qui est vraiment assez différent de ce qu'on vit quand on est à terre. Ah bah bravo, hein. Tu sais que sur certaines de mes vidéos, je dis aux moussaillons de ne pas oublier d'aller tôt au lit et de lâcher un peu les écrans. Donc c'est bien, je vois que tu appliques bien ça. Alors Ouais. justement, en parlant de moussaillons et de moussaillonnes, hein, et où il y a aussi des matelots et des matelotes virtuels qui te regardent aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour éventuellement rejoindre une école ou une structure qui permette d'apprendre à naviguer? Donc la majorité des abonnés sont français, mais tu peux aussi donner des conseils pour les Suisses qui nous regardent. Ouais, bah, c'est vrai que je pense que ça marche un petit peu pareil en Suisse et en France, dans la plupart des plans d'eau, que ce soit sur les lacs ou sur les mers ou en bord d'océan, il y a tout plein de clubs de voile, de petits clubs de voile
qui sont des super endroits pour commencer à naviguer avec des encadrements qui sont qualifiés et qui permettent d'aller déjà découvrir le support. Souvent, ces écoles de voile, elles proposent des stages pendant l'été, ou soit de pouvoir participer à une école de voile pendant toute l'année scolaire comme une autre activité sportive. Ça, c'est des choses qui existent vraiment beaucoup, que ce soit en Suisse ou en France. Bah écoute, Juju, merci beaucoup. C'était vraiment très très Merci à toi. sympa. Je vais aller faire le Merci, montage de cette vidéo. J'espère que les fichiers sont bien enregistrés. ça marche. Et puis, J'espère aussi. je t'avertirai quand elle sera terminée. Bah ouais, en tout cas, bah, je regarderai, ouais, ça marche. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et Bah puis, merci à toi. est-ce que tu as encore un truc à dire ou est-ce qu'il y a une question que tu rêves qu'on te pose et que personne ne t'a posée? Non, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là, mais je vais y réfléchir. Merci, Juju. Ça marche. Merci, bonne soirée. Ciao. Salut. Et voilà, encore un tout grand merci à Justine. C'était vraiment sympa de passer un moment avec elle, même virtuellement. Et j'espère bien sûr que cette surprise vous a fait plaisir, que vous allez laisser une tonne de pouces en l'air pour Justine et bien sûr tout plein de commentaires sympathiques en dessous de cette vidéo. Je vous mentionnerai également dans la description de cette vidéo tous les liens utiles pour rejoindre Justine sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt pour la suite de notre belle aventure. Ciao!